On appelle chute libre la situation dans laquelle un objet n'est soumis qu'à son poids. Et si en plus on ne le lance pas, si on ne fait que le lâcher, alors on a une chute libre sans vitesse initiale. Donc la situation c'est la suivante, on a un objet de notre système qui est soumis uniquement au poids. On le lâche d'une certaine hauteur h0 par rapport au sol. Alors, pour l'étudier, on va appliquer la deuxième loi de Newton qui dit que d'abord, on choisit le système. Le système, ce sera la balle ici. On choisit le référentiel. Alors, le référentiel, on va prendre celui du sol, le référentiel terrestre, et on le considère comme galiléen. On peut le considérer comme galiléen pour une expérience de type on lâche une balle, ça va durer une fraction de seconde. Donc on peut considérer que pendant cette durée-là, la Terre n'a pas beaucoup tourné autour de l'axe de ses pôles. Autrement dit, ni à fortière autour du Soleil. Donc on peut la considérer comme un référentiel galiléen, dans lequel on peut appliquer la deuxième loi de Newton. Les forces, le bilan des forces, ben là les forces, il n'y en a qu'une, c'est le poids. Si on néglige les frottements avec l'air, ce qui est valable tant qu'on ne chute pas de trop haut, si c'est une balle qu'on lâche dans une pièce, ça fonctionne. Dans ce cas-là, on peut appliquer la deuxième loi de Newton, qui dit que dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement du centre d'inertie. Alors ici, le centre d'inertie est situé au centre de la balle, et ce sera ce point-là que l'on suivra. Donc si on applique la deuxième loi de Newton, la seule force qui agit, c'est le poids. Donc c'est le poids qui est égal à la dérivée de la quantité de mouvement du centre d'inertie par rapport au temps. Maintenant, donc, par définition de la quantité de mouvement, ceci c'est égal à d de mvg sur dt. C'est la dérivée par rapport au temps de m fois vg. La masse fois la vitesse de la quantité de mouvement, la masse étant naturellement la masse de la balle, la masse du système. C'est une balle de masse m. Maintenant, au cours de la chute, la masse de la balle ne varie pas. Donc la masse étant constante, m est une constante. Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on a la dérivée par rapport au temps de la masse fois la vitesse. Comme la masse est constante, on peut la sortir de la dérivée. Autrement dit, le poids, ici, est égal à la masse multipliée par la dérivée de la vitesse du centre d'inertie, de la dérivée par rapport au temps de la vitesse du centre d'inertie. Et par définition, la dérivée par rapport au temps de la vitesse du centre d'inertie, c'est l'accélération du centre d'inertie. Autrement dit, cette deuxième loi de Newton nous amène à écrire ceci, que la masse du système multiplié par l'accélération du centre d'inertie est égale au poids. Et on peut en déduire l'accélération de la balle qui est en chute libre, c'est le poids sur la masse. Et dans ce cas particulier important, il faut aller pousser un petit peu plus loin, puisqu'on sait que le poids, lui, on connaît son expression, le poids, il est égal à la masse de l'objet multiplié par l'intensité de la pesanteur, par le vecteur intensité de la pesanteur petit g. Alors on peut le représenter sur le schéma, le vecteur petit g, il est ici. Et il est vertical vers le bas. Donc ceci nous donne l'accélération du centre d'inertie. Je remplace le poids par m fois g, égale m fois g sur m. Et la masse qui sert à calculer le poids et la masse qui vient de la deuxième loi de Newton, on appelle ça la masse pesante parfois et la masse inerte, et bien en fait ces deux masses sont les mêmes, on les note de la même manière et c'est la même grandeur. Autrement dit, on peut les simplifier, et il nous vient que l'accélération du centre d'inertie pour un corps en chute libre est égale à petit g à l'intensité de la pesanteur. Alors dans le repère dessiné ici, on voit que petit g est vertical vers le bas, donc ses composantes, comme tout vecteur, sont 0, puisque c'est vertical, et l'axe étant pris vers le haut ici,
l'axe Z étant pris vers le haut, et G allant vers le bas, la deuxième composante c'est moins G, moins la valeur de G. Et la valeur de G, on la connaît, sur Terre, elle est voisine de 9,8 newtons par kilogramme. Donc on arrive à la situation suivante, où le vecteur accélération, qui a deux composantes, AG suivant X, AG suivant Z, est égal à 0 et moins G. Autrement dit, 0 et moins 9,8. Donc là, ici, tout le mouvement est vertical. Donc on peut laisser tout ce qui concerne ce qui est horizontal, AGX de côté. Et il nous vient que l'accélération AGZ suivant Z, l'accélération verticale, est donnée par moins 9,8 mètres secondes moins 2. Le corps tombe avec une accélération de G. Alors il y a égal à G, pardon. Et la composante, elle, ce sera moins G, puisqu'il va vers le bas, puisque l'axe est vers le haut et G est vers le bas. Si on avait pris l'axe Z orienté vers le bas, on aurait eu plus G ici. Il faut bien faire attention à l'orientation choisie pour l'axe. Je voulais ajouter autre chose, c'est que, oui, il y a une remarque qui est forte ici quand même, hein, c'est que ici, on voit que l'accélération ne dépend pas, l'accélération du centre d'inertie ne dépend pas de M, ne dépend pas de la masse. Autrement dit, tous les corps en chute libre tombent avec la même accélération, et donc ensuite la même vitesse. Ça veut dire que, enfin d'où ça vient, ça vient du fait que ici, certes, plus un corps est lourd, plus un corps a une grande masse, et plus le poids est important, M fois G. Plus M augmente et plus le poids est important. Mais, d'un autre côté, plus la masse est importante, et plus l'accélération sera réduite, puisque l'accélération, c'est le poids sur M. Donc plus M est grande, et plus l'accélération est réduite. Donc on voit qu'ici que plus la masse est importante, plus le poids est important, mais plus la masse est importante, et plus l'accélération est réduite. Il y a plus d'inertie, ça veut dire le corps a beaucoup d'inertie. Et les deux effets se compensent, et quel que soit l'objet qui part, que l'on lâche, l'accélération est toujours égale à petit g. Donc si on peut négliger les effets de l'air, une plume tombe aussi vite qu'un marteau. Quand il n'y a pas d'air, c'est quelque chose qui est vérifié. Et ce qui fait que la plume, finalement, sur Terre, sur la planète Terre, a du mal à tomber, c'est parce qu'il y a une force supplémentaire dont on n'a pas tenu compte ici, puisqu'on est parti en chute libre. Une plume ne tombera pas sur Terre en chute libre. Il y aura l'air qui s'opposera à sa chute. Alors si on va un petit peu plus loin, une fois qu'on a établi la composante de AG, donc on a AGZ égale moins 9,8 en mètres secondes de moins 2, puisque c'est l'unité de l'accélération. Une fois qu'on a ceci, on va tirer la vitesse. Alors pour faire ceci, pour trouver la vitesse à partir de l'accélération, on utilise la définition de l'accélération. L'accélération, qu'est-ce que c'est par rapport à la vitesse? C'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Donc la dérivée par rapport au temps, alors de la composante ici, je vais faire par composante, dvgz sur dt, la dérivée par rapport au temps de la composante verticale de la vitesse, elle est égale à l'accélération suivant z, elle est égale à moins 9,8. Autrement dit, on sait que la vitesse, sa dérivée par rapport au temps, c'est moins 9,8. Quelle est la fonction dont la dérivée est égale à moins 9,8? Eh bien, on peut vérifier que VGZ, ce sera moins 9,8 fois t, plus une constante. Je vais noter K1. Si on dérive ceci, qu'est-ce qui se passe? On dérive la constante, ça fait 0. On dérive moins 9,8 fois t, le t, ça fait 1. Et il vous reste moins 9,8. Autrement dit, si on dérive ça, on a bien ça. Donc VG, c'est la fonction dont la dérivée donne cette accélération-là. Pour trouver K1, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la condition initiale sur la vitesse. Condition initiale, qu'est-ce qu'on sait? À t égale 0, on sait qu'on avait une vitesse nulle, donc en particulier VGZ égale 0. On sait qu'au départ, on a lâché sans vitesse initiale. Or, si on fait t égale 0 ici, dans cette expression, qu'est-ce que ça donne? Donc je fais VGZ pour t égale 0, ça fait moins 9,8 fois 0, si t égale 0, plus K1. Donc ça c'est K1. Autrement dit, VGZ, selon ma formule, VGZ à t égale 0, c'est K1, et selon l'énoncé, on sait que VGZ égale 0 au départ. Autrement dit, K1 égale 0. Dans ce cas particulier de chute libre sans vitesse initiale, on a la constante pour la vitesse qui vaut 0. Si on avait eu une vitesse initiale, qu'est-ce que ça aurait changé? K1 n'aurait pas été égal à 0, puisqu'on aurait eu VGZ à t égale 0 est égal à K1, et l'énoncé nous aurait dit
au départ, comme on a lancé avec une certaine vitesse, qui valait 1 ou moins 3 mètres par seconde, on aurait réussi 1 ou moins 3 et K1 aurait été égal à ça. En fait, cette constante K1, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse initiale. C'est la composante précisément verticale de la vitesse initiale. Il faut bien faire attention aussi aux axes que l'on choisit. Autrement dit, à partir de ceci, et en utilisant la condition initiale, d'accord, avec ces deux informations, on a pu trouver que VGZ était égal à moins 9,8 T. Moins 9,8 fois T. Un cran plus loin maintenant, comment à partir de cette composante verticale peut-on trouver Z, la coordonnée Z, l'équation horaire de la coordonnée Z. On appelle ça l'équation horaire de la composante verticale de la vitesse. Alors comment passer maintenant à Z? Eh bien on sait que par définition, la vitesse c'est la dérivée de la position par rapport au temps. C'est la dérivée, donc V, la composante verticale de la vitesse, sera la dérivée de la coordonnée verticale du mouvement, de la position par rapport au temps. Maintenant, quelle est la fonction dont la dérivée par rapport au temps est égale à moins 9,8? On sait que la dérivée de t carré, elle vaut 2 fois t. Pour avoir une dérivée égale à t, il faut partir de 1/2 de t carré prime égale à t. Autrement dit, la fonction dont la dérivée donne moins 9,8 fois t, on va pouvoir l'écrire z égale moins 9,8 fois 1/2 de t carré, que je vais appeler K2. Alors si on dérive cette fonction, qu'est-ce qui se passe? Le K2 s'en va, le 1/2 de t carré, la dérivée ça va donner t, et on aura bien moins 9,8 fois t. Autrement dit, z de t s'écrit moins 4,9 t carré plus K2. Comment trouver K2? Eh bien, comme pour la vitesse, on va utiliser la condition initiale sur la position. Condition initiale sur la position. Qu'est-ce que ça nous donne? On avait vu dans le sujet, à t égale 0, la hauteur de la balle au départ était une certaine hauteur h0 que l'on peut choisir. Z de 0 égale h0. Eh bien, si on écrit cette relation à t égale 0, qu'est-ce qu'on a? Z de 0 égale moins 4,9 fois 0 au carré plus K2, autrement dit, égale K2, et on voit que K2 c'est la hauteur initiale h0. Donc on peut écrire ici que, au final, Z de t égale moins 1/2, alors moins, pardon, 4,9 maintenant, puisqu'on a fait 9,8 divisé par 2, moins 4,9 t carré, plus h0. Ça, c'est la hauteur de départ. Si ça vaut 1 mètre, on met plus 1, etc. Moins ce terme qui vous donne l'évolution au cours du temps de la position. Donc voilà, on est arrivé à z de t. On voit qu'on a une fonction quadratique. Si on la dérive, on retrouve bien la vitesse moins 9,8 fois t. Et si on dérive, on retrouve bien l'accélération qui était moins 9,8 mètres secondes moins 2.